Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Il est 19h à Kinshasa et 1 heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette grande édition du journal. Au sommaire. La plénière extraordinaire convoquée dans les deux chambres du Parlement a bouclé ses travaux en présentant son rapport général et plusieurs recommandations ont été formulées. Les détails, vous l'aurez dans ce journal. La première ministre Judith Souminois a échangé avec une délégation de l'inspection générale de finances, IGF en sigle, en cette période de crise provoquée par l'agression rwandaise. Le sujet au centre de cette rencontre, vous l'aurez dans ce journal. À l'international, la Banque supranationale spécialisée dans le financement de projets pétroliers et gaziers en Afrique tarde encore à voir le jour après déjà 3 ans de l'annonce officielle de sa création. Le pourquoi, vous le saurez dans ce journal. Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé, mise sur point mardi 4 février 2025, à l'issue de la plénière inaugurale de la session extraordinaire sur demande du chef de l'État, la commission mixte Assemblée nationale Sénat, chargée d'examiner en profondeur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, marquée par l'occupation de l'armée rwandaise, a bouclé ses travaux mercredi 5 février par la présentation de son rapport général. Plusieurs recommandations, stratégies politiques et diplomatiques dont la primeur est réservée au chef de l'État ont été formulées. C'est un reportage de Théodore Ngandou rendu par Gigi Nédé. La commission mixte Assemblée nationale Sénat, supervisée par les rapporteurs Jacques Njoli et Nefertiti Ngoudiaza, s'est réunie le 5 février 2025 au Palais du Peuple, divisée en 5 sous-commissions: défense et sécurité, politique, administrative et juridique, socio-culturelle, relations extérieures et ECOFIN. Les parlementaires ont exprimé leurs préoccupations concernant la situation des habitants de l'Est du pays et ont formulé plusieurs recommandations. Ces différents rapports qui ont été adoptés par chacune des 2 chambres seront moulus dans un document unique dont la primeur est réservée au chef de l'État. Toutefois, nous aimerions porter à la connaissance de la nation congolaise que les sénateurs de la République, soucieux du bien-être de nos concitoyens, ont proposé au chef de l'État des stratégies portant globalement sur le renforcement de la sécurité de nos frontières et de la protection de notre territoire national, la sauvegarde de notre souveraineté en tant qu'État, la sécurisation de nos populations, le renforcement de nos forces de sécurité, la condamnation de nos agresseurs et la sauvegarde de notre indépendance économique. Des éclaircissements ont été apportés par plusieurs membres du gouvernement, dont les vice-premiers ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires sociales, ainsi que la vice-ministre des Affaires étrangères. Chaque sous-commission a analysé la situation de l'Est et proposé des stratégies politiques et diplomatiques pour résoudre la crise. Avant la suspension de la plénière, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a félicité les membres de la commission pour leur travail et a réaffirmé la condamnation de l'agression rwandaise en RDC, soutenue par le M23. Je voudrais rappeler que le Sénat condamne avec la plus grande fermeté la barbarie perpétrée à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. Je voudrais rappeler la solidarité envers les populations de cette même partie du pays. Je voudrais également mentionner
notre adhésion aux affirmations et aux condamnations, la passivité de la communauté internationale formulée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi adhérer à cet appel à la cohésion nationale et à la mobilisation tout azimut derrière nos forces armées et nos vaillants Wazalendo qui continuent de se battre sur le terrain. Je vous remercie une fois de plus, honorables sénateurs, pour votre disponibilité pour la patrie. Et je ne peux que vous demander de continuer à rester autant disponible chaque fois que cela vous sera demandé. Samalou Kondé a également annoncé que la présentation des 2 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, le deuxième point à l'ordre du jour, interviendra prochainement selon un programme public. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé le mercredi 5 février avec une délégation de l'Inspection générale de finances, IGF en sigle, dirigée par Jules Alingué-Tekei, l'inspecteur général chef de cette institution en charge du contrôle de finances publiques. Au centre de leurs échanges, la supervision de la gestion de finances publiques afin de s'assurer que les dépenses respectent les orientations du chef de l'État, particulièrement en cette période de crise provoquée par l'agression rwandaise. Je vous prie de suivre cet élément. De la crise dans la partie est de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a exhorté le gouvernement à adopter des mesures strictes pour réduire les dépenses des institutions publiques. Dans ce contexte, la première ministre Judith Suminwa a sollicité l'inspection générale des finances, IGF, pour accompagner cette initiative. Elle attend en effet un soutien crucial de l'IGF pour superviser la gestion des finances publiques et s'assurer que les dépenses suivent les instructions du chef de l'État. Au cours de cet entretien, Jules Alingué a exprimé ses félicitations à la première ministre pour son engagement en faveur de la gestion rigoureuse des finances publiques et pour les actions entreprises en ce sens. Il a également précisé que l'IGF veillera à ce que les dépenses urgentes soient strictement limitées à celles relatives à la sécurité et aux déplacements indispensables, ajoutant qu'un arrêté interministériel a déjà été pris en ce sens. Il y a un mois, un arrêté interministériel finance-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec les déplacements des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. De son côté, la première ministre a réaffirmé sa volonté de voir l'IGF jouer un rôle central dans l'optimisation des dépenses publiques et la maximisation des recettes. Jules Alingué a également profité de l'occasion pour soumettre à la première ministre plusieurs dossiers économiques et financiers, y compris ceux portant sur les exonérations fiscales exceptionnelles. Il est important de rappeler que la rationalisation des dépenses publiques constitue un axe fondamental du programme d'action du gouvernement souminois tel qu'indiqué dans son deuxième pilier. Parlons santé à présent, la maladie du sommeil baisse considérablement partout dans le monde. La tendance à la baisse est aussi constatée en République démocratique du Congo où un suivi quotidien est assuré afin de rencontrer l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir 0 cas de cette pathologie à l'horizon 2030. C'est jeudi 6 février, le parti prenante dans la lutte contre cette maladie se sont réunis à l'occasion de la journée nationale dont la date de célébration est le 30 janvier, mais qui a été décalée en raison du climat social qui a régné à Kinshasa la semaine dernière. Patrick Ilunga et Giscard Tamba étaient sur place. 7e célébration de la journée de la lutte contre la trypanosomiase, largement connue sous le nom de maladie du sommeil.
Tous les acteurs qui interviennent dans la lutte se félicitent de la baisse accrue de contamination. La RDC, quoique pays le plus touché au monde, est sur une courbe descendante depuis une dizaine d'années. En 2024, le pays a enregistré 340 cas de contamination contre 394 cas en 2023. Le ministère de la Santé salue des progrès majeurs, fruit d'une coordination des efforts. Grâce aux efforts conjoints du gouvernement, des prestataires et des partenaires techniques et financiers, des progrès significatifs ont été réalisés. En effet, le nombre de cas rapportés est passé de 6 000 cas en 2012 à 510 cas en 2022 et puis 340 en 2024. Ces résultats encourageants démontrent l'efficacité des stratégies adoptées, notamment le dépistage actif, la prise en charge des patients et les interventions antivectorielles. Un tel progrès a été rendu possible grâce à une sensibilisation des acteurs communautaires. La coordination nationale de renforcement du système communautaire a été à la manœuvre toutes ces années. Cette structure entend poursuivre dans cet élan. Nous allons continuer avec le renforcement des capacités des acteurs communautaires parce que nous nous inscrivons dans la perspective de la professionnalisation des acteurs de terrain. Cela passe par la formation, mais également par la dotation de ces acteurs des outils de gestion, mais également des boîtes à images qui sont des instruments et des outils importants dans le cadre de la sensibilisation pour la prévention contre la maladie. Au-delà des acteurs communautaires, il s'agira aussi d'agir avec les assemblées provinciales. Pour les assemblées provinciales, il sera question de la promulgation des édits. Nous sommes déjà en cours avec 2 provinces, mais nous allons continuer encore avec la 3e province pour que nous obtenions des édits en faveur de la lutte, mais également des ressources, les fonds sociaux au niveau de nos 3 provinces. Les parties prenantes sont unanimes. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé d'éliminer totalement la maladie du sommeil d'ici 2030 est tenable, mais il faudra pour cela ne pas relâcher les efforts. Registre le travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville de Kananga, situé dans la province du Kasaï central, qui est en fin de finition. Après plus de 50 ans d'existence, doivent être réalisés pour permettre au personnel administratif de travailler dans de meilleures conditions. Francine Nkeba nous en dit plus. Nous voici à Kananga, dans la ville-province du Kasaï central. Derrière nous, la mairie de la ville de Kananga. Ces bâtiments, depuis qu'elle a été construite à l'époque coloniale, elle n'a jamais été réhabilitée. Aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo a délégué les BSECO pour matérialiser cet ouvrage via Safrimex. Ce beau bâtiment sera revêtu de sa nouvelle robe. Plus de détails avec l'ingénieur en chef du chantier. Bon, ici, ce sont les travaux de construction, comme vous pouvez les constater. C'est une réhabilitation de ces bâtiments, bien sûr. Nous sommes là en train de faire, c'est déjà les travaux de finition, la peinture, la menuiserie intérieure ainsi que l'ajustage. Alors, c'était un projet d'une année. Là, nous sommes déjà presque à la fin des travaux. Les difficultés sont telles que, par exemple, pour la peinture à l'extérieur, vous voyez, nous sommes pendant la saison des pluies. Les pluies nous empêchent par moment de bien évoluer avec les travaux, mais qu'à cela ne tienne, on essaye d'évoluer avec les travaux. Je dois vous dire que ce n'est pas facile. Vous voyez, c'est une femme parmi autant d'hommes. Ce n'est pas facile, ce ne sont pas tous les hommes qui peuvent se soumettre. Vous voyez, les autres s'opposent, tu donnes un ordre, l'autre ne respecte pas, mais quand même, on fait un effort de faire avec. Avec le nombre de gens, les ouvriers, nous pensons qu'avec toute assurance que ça va finir dans les délais. En sport, la guerre entre le M23 et le FARDC dans la partie est de la République démocratique du Congo affecte même les secteurs sportifs. Le championnat national de football Ligue 1, dont la phase aller peine à toucher à son terme. Blaise Kouzola nous en dit plus. Rwandaise.
La guerre entre l'armée rwandaise en compagnie du M23 et les FARDC dans la partie est de la République démocratique du Congo affecte même le secteur sportif. Le championnat national de football Ligue 1, dont la phase aller peine à toucher à son terme. Le premier à être touché par cette guerre sont les clubs du Nord et Sud Kivu qui ne peuvent se déplacer pour rejoindre les lieux prévus pour leur match en retard de la phase aller du championnat national. Le cas le plus récent concerne la formation de l'Étoile du Kivu qui ne s'est pas rendue à Kindu pour être reçue par l'AS Maniema Union le dimanche dernier faute d'avion. Même situation que traverse l'équipe des Bukavu Dawa, un autre club du Sud Kivu qui va manquer son match en retard qui était prévu pour le mercredi 5 février dernier à Kindu. Cette situation a poussé les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association à convoquer une réunion de crise ce jeudi pour tabler sur l'avenir du championnat. La fin de la saison sportive en RDC est prévue au 31 mai prochain. La Fédération congolaise de football avait en décembre dernier conditionné la publication du calendrier de la phase retour à l'organisation de tous les matchs allés. Toujours en sport, le tournoi Unifac U17 qui se déroulera du 16 au 28 février 2025 au Cameroun réunira les sélections suivantes dans une poule unique composée du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Centrafrique et du Congo. Les équipes classées dans les 2 premières places seront automatiquement qualifiées pour la CAN U17. Blaise Kouzola pour plus de précision. Amen. Les léopards cadets de la République démocratique du Congo vont affronter les lionceaux indomptables du Cameroun dimanche 16 février 2025 au stade de la réunification à Douala dans le cadre de la première journée du tournoi de l'Unifac, synonyme des éliminatoires à la prochaine CAN U17. Le tournoi se déroulera du 16 au 28 février au Cameroun. La République démocratique du Congo fait partie des 5 nations ayant confirmé leur participation. Les 3 autres sont le Gabon, la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. Notons que cette compétition se jouera en nulle poule et les 2 premiers seront directement qualifiés pour la prochaine CAN U17. C'est avec le sport que nous bouclons la page nationale. À présent, traversons les frontières avec la page internationale. Près de 3 ans après l'annonce officielle de sa création, la Banque supranationale spécialisée dans le financement de projets pétroliers et gaziers en Afrique tarde à voir le jour. Plusieurs pays membres n'ont pas encore apporté leur contribution à son capital initial qui se lève à 5 milliards de dollars. Suivez ce détail. La Banque africaine de l'énergie, une nouvelle institution panafricaine dédiée au financement des projets pétroliers et gaziers en Afrique, espère entamer ses activités d'ici mi-2025. La création de l'AEB avait été annoncée en mai 2022 par Afreximbank et l'Organisation des producteurs de pétrole africains. En juillet 2024, le Nigeria a été choisi pour accueillir le siège de la nouvelle institution qui disposera initialement d'un capital de 5 milliards de dollars. Aucun détail n'a filtré sur les contributions des États et des institutions financières au capital de la banque qui devrait contribuer à réduire la pénurie de financement des énergies fossiles en Afrique dans un contexte de désengagement accru des bailleurs de fonds internationaux de ce secteur. De son côté, la Banque européenne d'investissement s'est engagée à mettre fin au financement des projets liés aux énergies fossiles à partir de fin 2021. Soumises à une pression croissante de la part des ONG environnementales, les compagnies internationales spécialisées dans l'exploitation des hydrocarbures se désengagent quant à elles de plus en plus des actifs africains pour diverses raisons, dont les risques environnementaux, politiques et sécuritaires. Dans le même temps, peu de compagnies pétrolières nationales africaines disposent des moyens pour combler le déficit croissant de financement alors que près de 600 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'électricité.
Toujours à l'international, le gouvernement guinéen presse les différents acteurs impliqués dans le projet Simandou pour que la première tonne de minerai de fer soit extraite d'ici fin 2025. Cela permettrait d'atteindre la production maximale du gisement dans les 2 années suivantes. Suivez cet élément. Les 2 mines de fer prévues sur les 4 blocs de gisement Simandou en Guinée peuvent livrer respectivement 60 millions de tonnes de minerai de fer dès la 2e année d'exploitation. Avec une entrée en production du gisement prévue fin 2025, Simandou devrait donc produire jusqu'à 120 millions de tonnes de minerai en 2027, selon le ministre guinéen de Mines, Bounasila. En marge de la conférence Mining Indaba qui s'achève ce jeudi 6 février à Cape Town, le dirigeant a estimé que le plus grand gisement de minerai de fer inexploité au monde devrait livrer 60 millions de tonnes au cours de la première année, soit 30 millions de tonnes par mine. Le développement des Simandou s'est accéléré depuis 2021 et l'arrivée au pouvoir du militaire Mamadou Doumbouya. Après un coup d'État ayant renversé Alpha Condé, l'actuel président de la Guinée a fait de la mise en service du gisement Simandou, attendu de décennies, une de ses priorités. Les différents acteurs engagés dans ces projets, notamment les entreprises chinoises China Bao Steel Group, Wainier Consortium Simandou et l'Australien Rio Tinto, devraient investir 15 milliards de dollars dans les infrastructures portuaires et ferroviaires. Ces infrastructures comprennent un chemin de fer de plus de 600 km à travers la Guinée pour le transport du minerai vers le port en eau profonde de Morebaya. La compagnie transguinéenne CTG, en charge de l'exploitation du chemin de fer, est contrôlée à 15% par le gouvernement qui a pour ambition d'utiliser l'infrastructure pour désenclaver le pays en permettant notamment le transport des produits agricoles. Selon le FMI, la mise en service des Simandou en 2025 peut augmenter de 26% les PIB guinéens d'ici 2030. Une autre façon de s'informer, c'est avec différents journaux parus dans la ville de Kinshasa aujourd'hui. Alors nous allons suivre la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Le Phare ouvre sa couverture avec un titre percutant. Goma, l'ONU indifférente au génocide congolais. Le journal s'interroge sur l'ampleur des pertes humaines suite à l'invasion rwandaise de Goma, capitale du Nord Kivu. Des corps décomposés jonchent encore les rues de la ville, certains récupérés par la Croix-Rouge, tandis que d'autres ont été enterrés dans des charnières pour dissimuler les atrocités. Le Phare fait état de plusieurs estimations des pertes humaines, de 3600 à plus de 8000 victimes, mais pointe l'inaction de la communauté internationale accusée de fermer les yeux sur le massacre. Si c'était l'armée congolaise qui avait perpétré un tel carnage, la même communauté internationale garderait-elle le silence? S'interrogent les observateurs. Les tabloïds appellent à une prise de conscience mondiale face à cette situation tragique. Dans le même contexte, Info 27 s'épanche sur l'intervention de la ministre congolaise des Affaires étrangères à Bruxelles lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne. Thérèse Kaikwamba a dénoncé la violence inouïe exercée par la coalition RDF M23 lors de l'attaque de Goma. Cette offensive, explique-t-elle, n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, mais a aussi détruit des infrastructures vitales, plongeant Goma dans un blackout. Elle évoque un bilan de 3000 morts et la prise en otage de 3 millions de civils utilisés comme bouclier humain. De son côté, la référence plus relaie un appel du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui condamne fermement les massacres perpétrés par le Rwanda et le M23 à Goma. Dans un message intitulé « Arrêtez le massacre des Congolais, la paix est possible », Mukwege demande l'arrêt de l'aide militaire et financière au Rwanda ainsi que l'imposition des sanctions économiques. Pour lui, l'exploitation des ressources naturelles est le moteur principal de cette guerre. Il dénonce également l'inaction de la communauté internationale face aux violations des droits humains et humanitaires en RDC. La Prospérité rapporte quant à elle une annonce importante de la Cour pénale internationale, CPI, qui a décidé d'activer ses enquêtes sur
sur le crime commis en RDC. Les bureaux du procureur a sollicité la coopération internationale pour collecter des informations relatives à la situation au Congo-Kinshasa. Sur le plan national, Forum des As fait état de l'activation par la justice militaire congolaise des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa et Jean-Jacques Mamba, accusés des crimes de guerre liés aux attaques menées par l'AFC et les M23. Nangaa est notamment accusé d'avoir créé un mouvement armé, l'Alliance Fleuve Congo, en collaboration avec le M23, tandis que Mamba est responsable d'actes de torture commis contre des civils lors des attaques sur le site des déplacés de Lushagala. Enfin, le journal conclut cette revue en s'interrogeant sur les raisons de l'ampleur de l'insécurité à l'est de la RDC. Selon certains analystes politiques, écrit-il, la situation pourrait avoir été évitée si les autorités congolaises avaient pris des mesures plus fermes contre ceux qu'ils considèrent comme des instigateurs de la déstabilisation. Le président Tshisekedi, dans une déclaration datant de 2020, avait promis des poursuites immédiates contre certains politiciens supposés tirer le ficelle de cette insurrection, mais ces engagements semblent être restés sans effet. Le journal note également que la situation à Goma est liée à des conflits fonciers entre chefs coutumiers, rendant la crise encore plus complexe. C'est ainsi que se termine cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. C'est avec la revue de presse que nous bouclons ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titre. La plénière extraordinaire convoquée dans les deux chambres du Parlement sur la demande du garant de la nation, Félix Tshisekedi, a bouclé ses travaux en présentant son rapport général et plusieurs recommandations ont été formulées. La première ministre Judith Suminwa a échangé avec une délégation de l'inspection générale de finances en cette période de crise provoquée par l'agression rwandaise. La supervision de la gestion de finances publiques était au centre de leurs échanges. Et à l'international, la Banque supranationale spécialisée dans le financement de projets pétroliers et gaziers en Afrique tarde encore à voir le jour après déjà 3 ans de l'annonce officielle de sa création. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal. Nous vous donnons rendez-vous à 21 h pour l'émission Chemin critique avec Josué Junior. Portez-vous bien. Au revoir.